Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un institut de philosophie réaliste et de théologie catholique à l'école de saint Thomas d'Aquin. Et dans cette série sur la bioéthique, je voudrais aborder la question suivante. Il s'agit des manipulations génétiques concernant les êtres humains. C'est donc un sujet très général qui va aborder depuis la génétique au service de la santé humaine, donc pour guérir des maladies tout simplement, jusqu'à la possibilité que la génétique change la nature de l'ADN humain. Comme ça touche à l'être humain, évidemment, on peut dire qu'on entre véritablement dans la profondeur ultime de cette bioéthique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de morale, mais on peut dire que cette morale aussi aura des conclusions différentes en fonction de la métaphysique au sens de sagesse que chaque intervenant possède en lui. Je veux dire par là qu'en fonction des réponses que quelqu'un donne aux trois questions de la sagesse, d'où est-ce que je viens, qui suis-je, où vais-je, ces questions ayant une réponse radicale, qui sont globalement de deux sortes. Soit je viens du néant, qui a produit l'être et qui retourne au néant, soit je viens d'un créateur, quel qu'il soit, qui a produit les êtres, et donc il y a une survie après la mort, la vie terrestre ayant un rôle, une importance quelconque. Évidemment, il s'agit d'une distinction, je dirais, rapide, globale. Il existe toutes sortes de pensées entre les deux. Je pense par exemple à la métaphysique de Spinoza, qui a été reprise par Albert Einstein et qui consiste à dire qu'il y a bien un créateur, mais qui ne s'occupe pas du tout des êtres humains que, comme ingénieur physicien, il a mis sur Terre. Il s'occupe d'autres choses qui sont bien plus sérieuses, à savoir de l'organisation scientifique du monde. Eh bien, je dirais que je n'aborderai pas ces choses-là, mais que, en abordant les deux extrêmes que j'ai indiqués, donc l'absence totale de créateur et la possibilité qu'un créateur ayant une providence, donc une prudence sur l'homme, eh bien, l'abord de ces deux sagesses-là permettra à chacun de conclure en fonction de sa sagesse personnelle. Ce qui par contre me paraît essentiel, c'est de montrer que la bioéthique ne peut pas se passer de métaphysique. Alors en apparence actuellement, en Occident, ceux qui réfléchissent à ces thèmes qui se mettent en place déjà, pensent que, en fait, on peut tout à fait y réfléchir sans avoir de métaphysique. Au nom simplement, par exemple, de la tolérance et de la liberté de chacun penser ce qu'il veut. En réalité, c'est absolument impossible. L'homme ne peut pas se passer d'une conception qu'il se donne de la nature humaine. Si un comité d'éthique quelconque se situe dans une apparence de tolérance, en autorisant par exemple certaines manipulations génétiques qui vont changer la nature humaine, c'est qu'il s'estime, lui, apte à décider du changement de la nature humaine. Et donc forcément, à la base, il y a l'idée que la liberté humaine est la nature humaine dans son sommet, qu'elle peut tout décider. Et la conséquence immédiate, enfin plutôt ce qui est sous-jacent, c'est que cette nature humaine, elle provient des forces obscures de l'évolution, qu'il n'y a aucune loi au-dessus. Si effectivement l'homme vient de la seule évolution matérielle qui a produit l'homme, mais qui aurait pu produire toute autre chose. Si la pensée libre est une apparition par hasard, issue, je dirais, de mouvements aléatoires, sans qu'il n'y ait jamais eu d'intention, eh bien, il est clair que cette liberté surgit au-dessus de la matière. Elle fait ce qu'elle veut de la matière qui l'a portée. Aucune loi autre qu'elle-même, qui s'est mise à regarder la matière par-dessus, ne peut décider ce qu'elle en fait. C'est tout à fait cohérent. Rien ne devient impossible à l'homme, puisqu'il n'y a que l'homme qui impose à lui-même sa propre loi. Dans une conception différente, qui dit qu'il y a une finalité voulue par une intelligence qui a ordonné l'homme à ce qu'il est, que cet homme lui-même, il a une finalité, son passage sur terre a un but qui sera, je dirais, couronné par un jugement sur ses actes.
eh bien le regard forcément change complètement. Et donc dans cette deuxième métaphysique, dans cette deuxième sagesse, il est évident que l'idée de changer la nature humaine sera regardée avec un tremblement sacré. La question qui se posera, c'est est-ce que l'homme peut se poser à la place de Dieu? Est-ce qu'il peut se faire son propre créateur? Alors, quand je dis qu'il y a bien, dans les deux cas, une métaphysique sous-jacente, je ne veux pas dire par là que, dans la perspective matérialiste, il n'y a pas d'éthique, que la seule loi serait celle de l'efficacité. Non, c'est bien plus subtil que ça, parce que des matérialismes, il y en a plusieurs. Et il y en a certains qui sont véritablement éthiques, ça veut dire qu'ils veulent une morale. C'est en particulier le cas de ce qu'on appelle l'humanisme sans Dieu. Seulement, il faut bien considérer que dans les philosophies matérialistes telles qu'elles se sont manifestées au cours du 19e et du 20e siècle, il y en a eu plusieurs, et que toutes n'ont pas la même éthique. Donc que cet humanisme sans Dieu est un moment de l'histoire en 2014, quand je fais ces vidéos, et qu'il n'est absolument pas le seul. Eh bien, justement, pour bien comprendre les sujets en question, je voudrais aborder le thème concret de la manipulation génétique, chose qui sera possible dans les années à venir, de la nature humaine. En imaginant la chose suivante, imaginons que ce pouvoir fantastique, soit apparu au XIXe siècle alors qu'un premier matérialisme se mettait en place, le matérialisme autour de l'argent, le capitalisme pur, et puis éventuellement sa réaction dialectique à cause des violences qu'il a suscitées, donc la réduction du prolétariat à l'état d'esclave, à savoir le communisme qui était fondé lui aussi sur l'argent, sur la possession des moyens de production, mais qui voulait établir une égalité pour que tout le monde puisse profiter d'un bonheur sur terre. Eh bien, dans le cadre du capitalisme pur, qui est un matérialisme, je pense que seule la loi du marché aurait fonctionné. Ça veut dire que l'éthique, si la technique avait été disponible à l'époque, aurait été celle de la puissance financière. Donc imaginons par exemple qu'à cette époque-là, un riche ait voulu un enfant parfait, un enfant pédigré, avec toutes les qualités physiques, psychologiques, intellectuelles, qu'il puisse choisir dès la conception. Eh bien, il est certain que ça se serait fait. Ça se serait fait parce que aucune loi éthique autre que son argent aurait pu permettre de faire autre chose. Le propre de ce matérialisme fondé sur le capitalisme pur, c'est la loi du marché. Et donc, si le marché le demande, si la mentalité de certains peuples le demande, rien n'aurait pu empêcher de le faire. D'ailleurs, on en voit les effets dans un pays qui est très séduit en ce moment par le capitalisme pur, à savoir la Chine. Sauf que, dans ce pays, la tradition d'efficacité, c'est qu'il faut mieux avoir un garçon qu'une fille. D'autant plus que l'État impose un seul enfant. Résultat, puisque l'argent permet des échographies qui permettent de déterminer le sexe de l'enfant avant sa naissance, eh bien, il y a un taux de naissance de filles absolument insuffisant. Des régions entières où on manque peut-être de 20% de filles. Tout simplement parce que l'efficacité le permet. Et il n'y a pas d'autre loi que celle du marché, on aboutit à cela. Donc, là aussi, il peut apparaître nécessaire d'y avoir une éthique et une politique, ce que l'État chinois, espérons, le fera. Ça veut dire, par exemple, l'interdiction des échographies, l'interdiction des avortements, fondés sur le choix du sexe. Ça montre bien qu'une bioéthique s'impose, même dans un système capitaliste, à cause d'effets pervers dus à la puissance totale du marché. Mais qu'est-ce qui serait passé dans un matérialisme communiste? Imaginons que cette technique ait été possédée à l'époque. Lorsqu'on regarde l'histoire du communisme, de ceux qui ont voulu l'imposer, qui y ont cru, c'est en fait l'histoire d'un rêve d'une nouvelle nature humaine. Une nature humaine qui accepterait ce système d'égalité, sans convoitise. Ça veut dire qu'il se mettrait au service du bien commun, alors que chacun gagne la même somme. Le malade gagne la même somme. Il est aidé par une aide sociale.
Celui qui travaille énormément, qui est un grand savant, gagne la même somme que celui qui est un ouvrier, parce que le but est le bien commun d'une société qui est un paradis socialiste. Évidemment, ce rêve utopique ne marchait pas, parce que la nature humaine ne fonctionne pas comme cela. Je veux dire par là qu'un homme normal, sauf exception, ne travaille pas pour le bien du peuple. Il travaille pour lui, pour sa femme, pour ses enfants. Il est fier devant sa femme et ses enfants. Et là, il se dévouera. Ce qui fait que l'idée qu'on pourrait changer la nature humaine comme cela a abouti, pour ceux qui ont cru au plus, au sommet des meurtres communistes, qu'on ne trouve pas chez Staline, qui à la rigueur, lui, est un paranoïaque, qu'on ne trouve pas chez Lénine, qu'on trouve chez Pol Pot. Pol Pot, c'est un homme éduqué par la France, à Nanterre, dans les universités, et qui, ayant analysé l'échec, selon lui, des communismes soviétiques, chinois, dit que dans son pays, le Cambodge, s'il prend le pouvoir, il rebâtira une nature humaine nouvelle à partir de gens qui ne sont pas pollués par le capitalisme, c'est-à-dire la culture ancestrale. Et donc, puisqu'il prend le pouvoir, il commence par éliminer tous ceux qui ont été pollués, les danseuses du ballet de Phnom Penh, les intellectuels, les médecins, les professeurs, tous ceux qui ont les mains fines, pas des mains de travailleurs, pour ne garder qu'un peuple non pollué, le peuple des Khmers de montagne, les paysans. Et son système ne marchera pas. Les paysans, ils portent la même nature humaine. Eh bien, imaginons qu'à cette époque-là, des techniques génétiques aient été possédées. Il est très certain qu'au nom de cette éthique du bonheur de l'homme, des tentatives auraient été faites de changer l'ADN de l'homme. De changer l'ADN de l'homme pour faire une nouvelle humanité génétiquement programmée pour être dévouée au bien commun. Ça aurait été tenté, je ne dis pas que ça aurait été réussi, mais en imaginant une période où l'ADN soit totalement maîtrisé et qu'une idéologie comme le communisme revienne, je ne vois pas où pourrait se mettre la bioéthique. Aucune loi au-dessus. Le seul projet de l'homme dans son orgueil. Eh bien, ça aurait été tenté. Alors évidemment, il n'y a pas eu que ce premier matérialisme. Il y en a eu un deuxième. Le matérialisme de la gloire, qui s'est d'abord réalisé autour du culte de la patrie. Cette patrie exaltée au-dessus des autres patries. Et puis, dans sa corruption ultime, la patrie avec sa race, la race qui vit dessus, la race germanique. Ça, ce sont les délires d'Adolf Hitler. Il y a donc eu, à ce moment-là, un matérialisme avec une idole particulière qui se trouve dans le succès extérieur. Eh bien, imaginons que ces systèmes-là aient possédé la capacité de modifier la nature humaine. Qu'est-ce qu'ils auraient fait quand on regarde ce qu'ils ont osé faire? À savoir, pour la guerre 14, sacrifier une génération entière, et peu importe le nombre de morts. Et pour la Seconde Guerre mondiale, sacrifier des races entières au prétexte qu'elles seraient inférieures. Et Hitler, s'il avait gagné, il aurait tout simplement gardé uniquement la race germanique, il aurait fait se reproduire dans les Lebensraum, ce qu'on appelait les centres de reproduction aryenne. Il aurait fait se reproduire pour qu'elle domine le monde, et les autres races auraient été esclaves un certain temps avant d'être éliminées. Eh bien, dans cette deuxième perspective athée, il est évident que l'éthique, étant centrée sur la gloire, aurait mis la génétique au service de sa finalité. Donc on peut imaginer, pour le nationalisme, non seulement, comme ça a été fait, la menace de condamnation à mort pour une femme qui avorterait, c'était la logique à l'époque, mais aussi l'idée d'une amélioration eugénique de la population, comme ça a été fait d'ailleurs par Hitler dans le cadre d'une amélioration eugénique de la race germanique. Donc il a éliminé concrètement les handicapés, les dépressifs, les personnes faibles, afin que la race allemande progresse. Il a donc aussi créé des centres de reproduction génétique où des gens germaniques, de type arien, faisaient des enfants qui étaient élevés ensemble. Alors évidemment, il s'agit d'une idéologie. Les enfants de ces centres de reproduction, ayant eu de mauvais parents, ayant été adoptés, ayant souvent traîné après la guerre, ne sont pas plus performants.
sont souvent moins performants parce que leur départ dans la vie a été mauvais, ce qui veut dire que la génétique n'explique pas tout. Mais justement, si la génétique était au pouvoir de cette idéologie matérialiste, il est certain qu'elle serait utilisée pour améliorer le peuple ou la race. Ces idéologies se sont écroulées dans les 2 guerres mondiales et est apparue une 3e idéologie matérialiste et athée, qu'on appelle l'humanisme sans Dieu. Elle est d'abord née dans les années, je dirais, 50, avec l'idée que la consommation libre améliorerait le bonheur de l'homme autour du plaisir de posséder. Et puis, à partir des années 68, dans les plaisirs de toutes sortes, la liberté pour obtenir sur terre, dans sa jeunesse, tous les plaisirs possibles qui donnent le bonheur, avec l'idée que la fleur de la jeunesse passerait très vite et qu'il fallait en profiter. C'est à cette époque-là qu'une éthique nouvelle a été établie autour de l'idée que le progrès le plus grand de l'humanité était la pilule contraceptive puisqu'il permettait d'avoir une sexualité sans le risque d'une responsabilité. Et l'autre apport, c'était la libération de l'homme et de la femme d'un sexe lié à l'amour, lié à la fidélité. En fait, l'idée était que la jouissance sous toutes ses formes pouvait être cherchée pour elle-même. Eh bien, dans cette 3e perspective, qui se dit humaniste, qui est athée, est-ce que la génétique aurait été utilisée de la même façon si elle avait été maîtrisée? Eh bien, je pense que oui, parce qu'on en a vu les effets. L'effet premier de cet humanisme a été de considérer qu'un enfant qui n'avait pas toutes les conditions physiques, par exemple un handicap léger ou même lourd, qui n'avait pas toutes les conditions psychologiques, par exemple il n'est pas attendu, qui n'avait pas les conditions morales pour être accueilli, on pouvait l'avorter. Au départ, évidemment, comme on sortait d'une civilisation chrétienne, il y avait des limites. Des limites, ça veut dire qu'on centrait l'avortement plus tôt pour des cas de viol, d'inceste, d'handicap d'enfants. Mais comme on ajoutait le critère de la santé psychologique de la mère, critère très vague, et bien très vite, les 200 000 avortements par an, la plupart, je dirais 98%, étaient, pour la France en tout cas, étaient motivés par cette chose-là. Si bien que, à son terme, en 2014, cette pensée humaniste a voulu supprimer les critères que Simone Veil avait établis, donc des critères objectifs, viol, inceste, handicap, pour que ce soit simplement un droit reproductif, avorter quand on le veut, si on le veut, parce qu'on possède son corps. En réalité, l'idée sous-jacente, c'est cet humanisme hédoniste, le plaisir immédiat. Et à son service, tous les moyens de la bioéthique disponibles à cette époque-là ont été mis. Les échographies, pour vérifier bien que l'enfant avait toutes les conditions pour être heureux physiquement sur Terre, etc. Eh bien, je pense que si la génétique avait été maîtrisée à cette époque-là, très probablement, des études précises auraient été faites pour trouver tous les gènes qui peuvent peut-être nuire au bonheur, pour évacuer de la possibilité de vivre ceux qui ont un tempérament plutôt porté à la tristesse, à l'angoisse, et ne garder que ceux qui ont un tempérament plutôt porté à la joie, au moment présent. Comme si le tempérament s'expliquait uniquement par la génétique, alors que tout l'aspect culturel, l'éducation, la réflexion philosophique ont un rôle aussi essentiel. La génétique n'a peut-être qu'un rôle dispositif fondamental. Mais peu importe, puisque dans cette pensée matérialiste, tout s'explique par la matière. Donc certainement qu'on serait tombé dedans. Alors attention, cet hédonisme qui actuellement en 2014 est très vivant, puisque la génération qui l'a produit est âgée environ de 70 ans, n'est pas le dernier. Il y a certainement ensuite, avec ces expériences acquises, les excès des 3 précédents, il y a certainement un 4e matérialisme qui apparaîtra. Un matérialisme plutôt de type écologique. Non pas l'écologie actuelle en 2014 qui est dans l'hédonisme pur, ça veut dire qui protège les animaux mais qui a un projet de civilisation 68arde
où le plaisir est exalté, la liberté individuelle de faire ce qu'on veut. Non, une sorte d'écologie humaine matérialiste en disant, effectivement, certes il y a une nature humaine dans sa liberté, mais il ne faut pas négliger la nature humaine du psychisme, qui implique que les enfants ont des besoins d'ordre psychique, d'amour, certainement, mais aussi d'autorité. Et qu'il y a sans doute un rapport aussi avec le père et la mère qui construisent leur identité. Je sais qu'actuellement, en 2014, avec la théorie du genre, toutes ces choses-là sont remises en cause, à savoir que tout serait interchangeable, que 2 papas équivalent à une maman célibataire. Ça n'a pas d'importance, qu'il suffit à l'enfant de l'amour. Mais justement, parce qu'il s'agit d'une nouvelle idéologie qui ne correspond pas à ce qu'est le corps fondamentalement dans son développement, elle ne durera pas. Et donc, tôt ou tard, on verra apparaître un humanisme qui a l'idée de respecter l'être humain selon ses dimensions multiples, dont cette dimension psychologique. Imaginons que dans 20 ans, 25 ans, peut-être parce qu'il y aura les résultats des dernières expériences de mai 68, on en arrive à cette écologie humaine, mais fondée sur une sagesse matérialiste, c'est-à-dire qu'elle est là, mais elle n'a pas d'auteur. Elle vient simplement d'une évolution et du pur hasard. Est-ce que cet humanisme, respectant la nature humaine, aboutira tout de même à user du génie génétique pour changer la nature humaine? Eh bien, je dirais que d'abord, elle essaiera de remédier aux erreurs de la nature humaine. Ça veut dire qu'il faut distinguer dans ce qui fait la génétique d'un humain, ce qui est stable chez tous les hommes et ce qui est dû à une erreur génétique. Je veux dire par là qu'il y a des maladies génétiques objectivement qui sont là. On les repère, des erreurs de duplication. Donc là, évidemment, il y aura des tentatives pour y remédier, mais d'ailleurs je dirais que dans toutes les sagesses, cette chose-là est évidente à faire. Pour ce qui est de changer la nature humaine, par exemple, le fait que des enfants naissent avec des tempéraments différents, certains plus prudents, donc plus angoissés, donc moins portés au plaisir, et d'autres plus énergiques, plus conquérants. On le voit déjà chez les animaux. Chaque animal a son tempérament. La nature le permet, de manière à ce que, si explorer est utile pour l'espèce, ce seront les explorateurs qui gagneront et qui survivront. Si par contre, tous les explorateurs se font manger, eh bien, l'espèce ira vers un tempérament plus prudent. Il y a ce côté corporel aussi dans l'homme. Eh bien, certainement que dans une perspective humaniste, où tout de même, être heureux ici maintenant devient la sagesse suprême. Ça se voit depuis l'Antiquité, on le voit dans le livre de la sagesse, dans la Bible, au chapitre 2, que c'est tout de même l'idée qui apparaît au bout d'un certain temps, lorsqu'on ne croit pas en un projet créateur après la mort. Eh bien, il se pourrait que le génie génétique trie pour faire vivre d'abord les enfants qui n'ont pas ce tempérament porté plutôt à la prudence, à l'angoisse, à la peur. Parce que ça correspond à la façon d'être heureux, vivre au jour le jour, ne pas se soucier de la mort qui viendra dans 80 ans, etc. Bref, dans toutes ces perspectives matérialistes, il faut bien se dire qu'il y a une chose en commun. Seul l'homme, par son intelligence, est la loi qui maîtrise l'usage de la génétique. Et donc, en fonction de l'éthique qu'il se donne, qui peut être variable, et qui peut parfois aboutir à un sommet indépassable, l'humanisme est sans doute indépassable pour un matérialisme athée. Eh bien, de toute façon, la génétique est mise au service de cette éthique en question, parce que rien au-dessus, aucune loi, ne permet d'empêcher cela. Alors qu'en est-il maintenant pour les sagesses de type religieuse, toutes celles qui croient en un Dieu qui exerce une providence sur terre, quel que soit ce Dieu, donc un Dieu non personnel, qui serait le monde lui-même dans le cadre de l'hindouisme, du bouddhisme, et un Dieu personnel, qui pense à l'homme, qui le dirige, dans le cadre de certains animismes, mais surtout du judaïsme, de l'islam, du christianisme. Eh bien, je dirais que toutes ces sagesses religieuses ont en commun de croire que quelqu'un a pensé l'homme, quelqu'un qui est un créateur,
et que ce quelqu'un a exercé sa sagesse et aussi son amour éventuellement, dans le cadre en tout cas des christianismes et même de l'islam. Un amour de maître à l'égard de serviteurs qui sont devant lui pour l'islam, et un amour de quelqu'un qui veut véritablement une union, une alliance d'amour qui ressemble à des épousailles mystiques dans le cadre du christianisme. Eh bien, si on considère que les manipulations génétiques sur l'homme peuvent viser deux choses. Premièrement, guérir des maladies. Deuxièmement, changer la nature humaine. Eh bien, la conclusion de ces sagesses est évidente. Pour ce qui est de guérir les maladies, elles seront d'accord, sauf quelques groupuscules qui sont un peu illuminés et qui pensent que la médecine elle-même ne sert à rien, que si Dieu envoie la punition et la maladie, il faut s'y soumettre. Ce sont des choses qui ne demeurent pas, parce que ce n'est pas intelligent. Mais dans la plupart des grandes sagesses, où évidemment la médecine est acceptée, eh bien, si la génétique peut être utilisée pour guérir une maladie, elle sera utilisée. Mais avec cependant des limites morales que je vais indiquer dans le thème suivant, à savoir par exemple l'idée que des banques d'organes prises chez des embryons pourraient être faites. Là, il y a une limite que l'humanisme athée se donne, parce que l'enfant qui n'a pas encore sa liberté n'est pas un enfant, c'est un embryon, un amas de cellules. Et c'est une limite que les religions refusent unanimement, parce qu'il y a la croyance dans la force spirituelle qu'on appelle l'âme chez les chrétiens, et qui est créée par Dieu à la conception. Mais j'en parlerai plus longuement après. L'essentiel, c'est que le génie génétique au service de la médecine, oui, tout à fait, avec certaines limites morales. Par contre, le génie génétique mis au service du changement de la nature humaine, éventuellement du tri des embryons, je dirais même de la sélection artificielle, ça, c'est une limite que toutes les religions appellent crime contre l'humanité, véritablement. Elles l'appellent crime contre l'humanité parce que pour elles, tout être humain conçu, eh bien, il est voulu par Dieu, et donc il a son espace sur Terre, sauf évidemment s'il n'est pas viable, ou si il ne va pas naître sans tuer sa mère, et là il peut y avoir une réflexion, évidemment. Et je crois que là-dessus, évidemment, les choses ne seront pas nettes comme je les indique. Attention, toute la souplesse des divers champs de réflexion existe. Il existera très probablement un humanisme qui dira la même chose, qui dira « si la nature humaine permet des tempéraments divers, certains plus joyeux, certains plus angoissés, il faut laisser. C'est la diversité naturelle. Ne jouons pas à l'apprenti sorcier. » Donc une véritable écologie humaine, même je dirais matérialiste, athée, peut exister. Ne serait-ce que parce que cette écologie-là peut considérer l'homme comme un animal dans le monde des animaux. Mais dès qu'on parle d'une religion, évidemment, les choses sont beaucoup plus nettes. À savoir que si Dieu, quelle que soit sa considération, a voulu sur Terre des personnes humaines, peut-être des gens qui se croient être des personnes humaines, comme dans le cadre du bouddhisme et de l'hindouisme, mais des vraies personnes dans le cadre du judaïsme, de l'islam, du christianisme. C'est qu'il a un projet sur ces personnes. Dans le bouddhisme, l'hindouisme, que ces personnes sortent de l'illusion d'être des personnes, mais au cours de vies successives, avec le temps, sans forcer les choses. Et dans le cadre des religions monothéistes, que ces personnes se purifient sur terre et atteignent à la vie éternelle. Donc je crois que là, du côté des religions, il y aura un interdit indépassable, nettement. Ah, on pourra dire qu'il y a certains protestantismes libéraux, certains courants catholiques libéraux, coupés du magistère, qui diront autre chose. Oui, bien sûr. Et on le voit déjà d'ailleurs en 2014, où on voit, par exemple, des protestants libéraux qui font des mariages que la Bible réprouve. Je pense au mariage entre des personnes du même sexe. Donc ça veut dire que tout peut exister. Et que dans le christianisme aussi, il peut y avoir à un moment donné une exaltation de la liberté divine de l'homme au-dessus de la nature, de ce qu'est le corps, la sensibilité, etc. Mais globalement, en tout cas dans la pensée logique de ces systèmes religieux, ce n'est pas cette liberté absolue qui est exaltée, mais au contraire le respect
de l'homme dans sa nature humaine créée par Dieu. Alors pour bien montrer que dès qu'on touche à l'homme, la métaphysique a une influence directe sur l'éthique, il suffit d'appliquer cette question des manipulations génétiques à quelques sujets. 2 sujets en particulier que je voudrais aborder. Il y en aura bien d'autres évidemment, mais je dirais les principes sont les mêmes. Premier sujet, les bébés médicaments. De quoi s'agit-il? De l'idée qu'on pourrait concevoir un embryon humain à partir d'un ovule, d'un spermatozoïde venant d'une femme et d'un homme, du père et de la mère d'un enfant qui par ailleurs, lui, est plus grand mais est malade. Et que, en faisant se développer cet embryon quelques semaines, moins de 12 semaines, on pourrait récupérer les organes qui sont compatibles avec son frère aîné pour guérir son frère aîné. Cette idée a été appliquée parfois par des parents qui refusaient la partie banque d'organes, mais qui disaient simplement « le petit frère, d'accord, on va le concevoir avec une génétique proche de son grand frère pour lui prélever des cellules souches, pas plus, mais pas question de le tuer. » Donc on le voit, il existe là tout un domaine glissant qui commence à être possible grâce aux techniques de la biologie. Eh bien, pour ce qui concerne les humanismes athées, matérialistes, étant donné que, pour eux, unanimement, la définition de la personne humaine vient de l'existence en acte, de sa capacité de liberté. Ce qui met d'ailleurs en danger le petit enfant qui vient de naître, s'il est trouvé handicapé, et ce qui met en danger le vieillard qui n'a plus de conscience, maladie d'Alzheimer. C'est évident, on le voit actuellement en Belgique avec des réflexions portant sur la question de l'euthanasie choisie par des parents pour des enfants qui viennent de naître et qui sont handicapés, et choisie pour des adultes âgés, ayant perdu leur tête, mais qui avaient manifesté peut-être, étant encore en bonne santé, l'idée qu'on pourrait les euthanasier en cas où ils arriveraient dans cet état. Ces réflexions ont été écartées, ça allait trop vite. Mais l'idée même qu'on ait pu poser la question en 2013 en Belgique montre qu'elle est dans la logique de cet humanisme. Donc je disais, à partir du moment où l'enfant peut être avorté, l'embryon n'est d'ailleurs pas un enfant, le fœtus est nommé comme ça, et donc qu'il est considéré comme un amas de cellules qui dépend uniquement du bon vouloir, du désir de sa mère, son père parfois. À ce moment-là, on devine que tout est possible dans ce sujet-là, et que la création d'enfants, plutôt on l'appellera dans cette perspective, d'embryons, d'amas de cellules, médicaments, est une chose qui sera tôt ou tard autorisée. Pour ce qui est des religions, par contre, c'est évidemment ressenti comme l'horreur abominable, et principalement dans le catholicisme, qui est, parmi toutes les religions, celle qui a le plus réfléchi, y compris dogmatiquement, au moment où l'enfant devenait un être spirituel qui dort, mais qui a son âme éternelle. Et l'Église a conclu, à l'époque de Jean-Paul II, dans des documents comme Donum Vitae au numéro 5, mais aussi Evangelium Vitae, que l'âme était créée à la conception. L'Église ne précise pas à quelle minute de la conception, si c'est dans la journée ou le lendemain, mais à la conception. Ce qui fait que l'Église a véritablement conclu que l'avortement, y compris la pilule du lendemain, était quelque chose d'abominable, parce qu'elle projetait l'âme de l'enfant dans l'autre monde, où là, son destin est inconnu. Alors évidemment, pour ce qui est de l'islam, où l'âme est créée au 40e jour d'après certains hadiths, il y a une peut-être plus grande souplesse, mais la plupart des musulmans disent « Non, non, tout de même, c'est quelque chose d'orienté à la vie, et l'avortement est illicite. » Donc évidemment, l'usage du corps d'un enfant comme médicament aussi, si ce médicament doit tuer l'enfant. Je dirais que les choses touchent tellement profondément à la nature humaine qu'il ne faut pas croire que le monde sera divisé dans les 2 paquets que je viens d'indiquer, encore une fois. Il y a entre les deux cette écologie naturelle de l'être humain, tout simplement des mamans, pour qui la maternité est importante et qui ne pourraient pas supporter l'idée même
qu'un embryon sortant de son corps, de sa fécondation, le fruit de sa chair, même si elle est athée, serve de médicament au point que ça le tue. À la rigueur, comme je le disais, qu'on prélève ses cellules souches, que ça ne nuise pas du tout à sa santé, d'accord. Et donc, les choses ne sont pas du tout nettes, mais tout de même, la métaphysique joue un grand rôle. Cette perspective, ce petit nombre de personnes entre les deux, qui à la fois respectent la nature humaine, ont l'idée qu'un enfant est plus qu'un amas de cellules, et qui peuvent en même temps être dans un humanisme athée, ce petit nombre ne doit pas tromper. Il n'est pas majoritaire. Il est plutôt, je dirais, comme une feuille de vigne qui cache que la majorité des avortements est simplement provoquée par des personnes qui pensent que ça n'a aucune importance, que l'enfant n'a pas d'existence et qu'il n'est pas désiré, il est un amas de cellules. Alors un autre exemple qui à l'époque où je fais cette vidéo, en 2014, n'a aucune réalité. C'est le cauchemar, je l'appelle directement le cauchemar, alors que quand j'avais parlé du monde animal, j'avais parlé du rêve. Mais pour ce qui est de l'être humain, le cauchemar des chimères. Qu'est-ce que c'est qu'une chimère? C'est un être humain, mi-humain, mi-animal. Toute la question qui va se poser à un moment donné au génie génétique, quand il maîtrisera, je dirais, ce fonctionnement de type informatique, super informatique, mais tout de même, l'ADN, il implique des molécules chimiques, des messages qu'on peut interchanger. C'est jusqu'où peut-on implanter dans l'homme de l'ADN non humain. Déjà en 2014, des expériences ont été faites qui touchent évidemment des choses secondaires. Je pense à une souris chez qui on a implanté un gène venant d'une méduse et qui donc est phosphorescente la nuit. Une souris comme ça ne survivrait pas dans la nature, elle serait dévorée tout de suite. Mais comme animal curieux, animal de cirque, c'est très amusant. Et elle n'en souffre pas, elle ne s'en rend pas compte parce que sa reproduction ne passe pas par l'apparence visuelle. Mais en prenant ce premier exemple, imaginons qu'un savant quelque part ait l'idée de le faire pour un petit garçon qui naît et qui est phosphorescent. Eh bien, le mot « crime contre l'humanité » n'est pas trop fort. Je pense que véritablement, parce qu'on a affaire à une personne. L'être humain, dans sa nature, il est grégaire. Les adolescents, ils aiment être semblables aux autres adolescents. C'est une phase par où on passe. Eh bien, imposer à un enfant une différence comme celle-ci, radicale, qui fait qu'il serait obligatoirement regardé, moqué, qui ne trouverait pas à se marier, c'est un crime contre son humanité. Et s'il posait plainte comme adulte, il aurait raison, il gagnerait, certainement. Les savants qui feraient une telle expérience sont des fous. Ils manquent d'humanité, c'est évident. Seulement, dans une perspective athée, où il n'y aurait plus de loi divine au-dessus, mais seulement l'intelligence humaine, est-ce qu'on peut imaginer que ce serait forcément l'humanisme qui régnerait? Il faut espérer, mais l'humanisme actuel, qui peut-être s'imposera, il n'est qu'un passage. Je l'ai montré au début de cette vidéo. Il y a eu bien d'autres athéismes qui ne sont pas du tout humanistes. Et je dirais que le goût pour le plaisir de la génération mai 68, finalement, n'était pas vraiment humaniste. Puisqu'on pouvait, à volonté, en fonction de sa liberté pour être heureux, répudier, avorter, mettre ses parents dans des hôpitaux très propres, mais sans humanité. Il y a un vrai matérialisme du plaisir, même s'il est présenté comme un humanisme. Eh bien, l'humanité étant diverse, il pourrait y avoir véritablement des gens qui tentent l'expérience. Et si je dis que c'est un cauchemar, c'est parce que, véritablement, lorsqu'on touche à une personne humaine qui, à un moment donné, développe sa liberté, mais qui garde un psychisme qui est naturellement humain, qui n'est pas celui d'un crocodile, eh bien, on touche à son destin, évidemment. Il y a eu un roman qui a été publié et qui s'appelait 1984, un roman de science-fiction écrit par George Orwell, qui montrait comment ces manipulations génétiques
qui parfois utilisaient des gènes animaux, mais qui souvent étaient simplement plutôt le clonage, à partir d'individus qui manifestaient des qualités, par exemple pour être ingénieur, pour être femme de ménage, pour être infirmière. Comment un monde comme cela était un véritable enfer. Donc il faut espérer que ces réflexions, qui datent déjà, eh bien, elles resteront présentes lorsque se posera au comité de bioéthique la question au sens littéral du terme. Ça veut dire que la technique, alors que l'éthique et la sagesse n'auront pas forcément progressé, que la technique sera là. Voilà, je m'arrête là en insistant bien sur le fait que ceci ne fait que donner un esprit, qu'il y aura énormément de sujets qui se mettront en plus par rapport à ces possibilités de manipulation génétique de l'être humain, qu'on ne peut même pas les imaginer, parce que la science n'en est à ce niveau-là qu'à son début. Mais que, en gros, au point de vue métaphysique, au point de vue éthique, on a à peu près les critères qui permettent de comprendre les réflexions qui se feront à l'avenir.